France Maghreb 2. L'émission qui vous ressemble et qui vous rassemble tous les jours, 16h-18h, votre talk de fin d'après-midi, le grand forum LGF sur France Maghreb 2. Ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 une nouvelle fois en ce mercredi 14 mars avec une belle équipe aujourd'hui, mais le premier à être là, il s'appelle Nadir Kaya. Comment ça va, monsieur Nadir? Salut Christophe, salut tout le monde, ça va très bien, on a une belle journée aujourd'hui. Oui, c'est vrai que ça fait du bien, faut en profiter, le soleil est de la partie, on est bien quoi, c'est le printemps presque. Ouais, on l'attend avec impatience. Impatience, c'est clair. Oui. Nous aurons avec nous aujourd'hui Fatima Wassak, je sais pas si tu la connais. Non. Pas encore, bah tu auras l'occasion de la découvrir. Et puis Nadia Lazouni que tu connais bien sûr. Tout à fait. Qui sera avec nous donc jusque 18h, une belle équipe donc au complet aujourd'hui sur France Maghreb 2. Voici le programme. On va parler de quoi avec toi mon cher Nadir tout à l'heure dans ton avis tranché? Bah l'avis tranché c'est comment j'ai perdu un peu mon innocence malheureusement comme beaucoup à travers l'arrivée de la drogue dans les quartiers dans les années 80. Ouais. Voilà, revenir là-dessus. Coup de cœur? Le coup de cœur, c'est avec un très bon ami, Rachid Santaki, du 9-3, qui va prochainement faire une dictée mondiale au Stade de France. Donc voilà, un truc immense. Un truc de ouf, quoi. Un truc de dingue, ouais. Au Stade de France? Carrément. Ouais. Avec combien de participations? De prévu, je sais pas exactement, mais il va y avoir du monde. Hein. Il avait déjà battu un record avec, je crois, en province avec 1000 participants. Là, il prépare le coup depuis longtemps, il est entouré, donc je pense qu'il va y avoir énormément de monde. Bon, pour une première, ce sera terrible. Ce sera l'occasion de le faire venir ici. Hein, tout à fait. Bon, merci beaucoup mon cher Nadir, c'est parti pour le programme de ce mercredi 14 mars. Soyez les bienvenus messieurs dames. Sur France Maghreb 2, bien sûr, dans votre émission, le Grand Forum. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce Grand Forum, des observateurs internationaux demandent à l'ONU d'établir une liste noire des États qui portent atteinte aux enfants. Parmi les organisations ciblées, l'armée israélienne. Un petit tour par le Maroc pour parler de cette grève générale à Gerada après plusieurs arrestations d'activistes. Le point sur la contestation. Dans son dernier numéro, le magazine National Geographic reconnaît les préjugés racistes de ses reportages et s'en excuse. La question LGF. Il fait face à des manifestants à chaque concert. Bertrand Cantat, le chanteur du groupe Noir Désir, a-t-il droit selon vous à une seconde chance? Vous répondez oui ou non sur Facebook ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Et pour terminer cette émission, Libertad. LGF, le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct en ce mercredi 14 mars avec monsieur Nadir Kaya qui est d'ores et déjà là, bien sûr, et madame Fatima Wassak que beaucoup de gens maintenant connaissent. Hein, c'est notre grande star du LGF. Bonjour Fatima. Bonjour Christophe. Comment ça va? Bonjour. Ça va bien. Eh ben écoute, toutes mes félicitations pour cette belle journée qui a eu lieu samedi après-midi, enfin samedi toute la journée d'ailleurs à Paris, qui a apparemment été couronnée de succès puisque voilà, c'était blindé quoi. Ouais, alors non seulement c'était blindé, il y avait plus de 300 personnes sur la journée. La salle de la Générale était vraiment pleine à craquer. Mais aussi et surtout, les interventions étaient magnifiques. Les interventions des différentes invités étaient magnifiques. L'échange, l'écoute entre les participantes a été très constructive. Donc voilà, c'est notamment à ce niveau-là que c'était un grand succès. C'est que c'est pas juste faire l'événementiel pour faire l'événementiel. Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses qui vont en ressortir. Et voilà, donc ça c'est bien. À quand la prochaine? La prochaine sera l'année prochaine, le même type d'événement, mais là ça va déboucher sur des ateliers, sur des formations mensuelles, sur des actes, sur une mise en réseau des différents acteurs qui sont rencontrés à cette occasion, etc. Bon, voilà. Eh bien écoutez, encore toutes nos félicitations, ma chère Fatima. Et puis on salue d'ailleurs, puisque tu nous as raconté en off, cette dame qui est venue te rencontrer. Peut-être qu'elle écoute, je salue. Bah oui, sûrement. Hein. Nadir, peut-être t'as eu l'occasion de dire ce petit témoignage, c'est une dame donc qui écoutait la radio jeudi dernier. Et elle a écouté Fatima, elle a été séduite comme beaucoup, et elle est venue la rencontrer en lui disant voilà, moi c'est pas le genre d'endroit que je fréquente, je vais jamais à ce genre de truc, mais je tenais à venir personnellement vous saluer. Et ça l'a quelque peu rassuré sur justement cette jeunesse active qui continue de le combat en quelque sorte pour ces jeunes. C'est ça Fatima, je ne trahis pas de. Elle parlait d'espoir. D'espoir. Magnifique. C'est encore mieux. Et c'était quoi le sujet de la rencontre ou de l'événement? J'ai pas tout suivi. Féminisme. C'était à l'occasion de la journée du 8 mars, mais un féminisme issu de
d'immigration. C'est donc pas le féminisme auquel tu penses. Ouais, extrémiste. Ouais, non, voilà. C'était féminisme. Il y a eu un hommage aux Chibani de la SNCF. On était tous et toutes debout, voilà, pour leur rendre hommage après qu'ils aient gagné contre la SNCF, leur procès en appel. Un hommage aux grévistes d'Honnête, vous savez. Oui, cette société de nettoyage. Et toujours contre la SNCF, qui décidément est une entreprise particulièrement discriminatoire. Dans cette façon de pratiquer. Et ça, c'est historique. Ça date pas d'avant-hier. Et puis voilà. Et puis des ateliers de travail sur les violences obstétricales, sur les discriminations à l'emploi, donc sur des choses très très concrètes en réalité. Donc c'est pas le féminisme théorique qui est en quelque sorte une arme souvent contre les musulmans, contre les quartiers populaires, etc. Là c'est vraiment un féminisme constructif pour lutter contre toutes les formes d'oppression et notamment voilà dans tous les espaces sociaux, le travail, l'école, la famille aussi parce qu'il y a aussi des violences au sein des familles. Donc voilà, mais c'était voilà un féminisme vraiment issu de l'immigration. C'est ça, j'insiste là-dessus parce que c'est le féminisme souvent est perçu comme quelque chose pour les quartiers populaires en particulier, comme quelque chose d'extérieur et encore une fois comme une arme qui est dirigée contre les habitants et les habitantes des quartiers populaires. Oui, parce qu'il est souvent accaparé aussi par des islamophobes, par une certaine élite entre guillemets et puis par des islamophobes, c'est-à-dire qui utilisent qui ne sont absolument pas féministes et qui utilisent le féminisme pour faire passer leurs idées complètement racistes et islamophobes. Si je peux me permettre, la preuve, c'est que quand il y a des sujets qui concernent des agressions de femmes voilées ou de femmes dites musulmanes, ils n'existent pas, elles ne sont pas là. Exactement. Voilà, si je peux me permettre. Bon, alors, on va avancer parce qu'on a un petit programme chargé quand même, je tiens à vous le dire. Je vous rappelle, messieurs, dames, demain, édition spéciale Syrie. On va essayer de revenir sur ces 7 ans de guerre qui ont démarré en 2011 avec au départ des manifestations pacifiques, des manifestants qui se sont retrouvés armés par la suite et puis l'implication de pas moins de 120 pays quand même dans ce conflit. On en parlera avec des éminents spécialistes que sont Youssef Brakni, Tarek Mami et Sofiane Lakhdari, et on sera également en duplex au Liban avec Nasser Kandil qui est un ancien député libanais, rédacteur en chef d'un journal de gauche aujourd'hui. Et puis vendredi, on va parler aussi d'un autre événement qui nous tient à cœur aussi. C'est samedi, c'est la marche, cette fameuse marche du 17 mars donc qui aura lieu ce samedi au départ de la place d'Opéra pour marcher vers Stalingrad. Et parmi les organisateurs de cette marche, évidemment un certain Youssef Brakni. Et on fera une édition spéciale ce vendredi concernant donc cette marche pour la dignité, pour parler entre autres de tout ce qui est discrimination, racisme d'État, etc. Violence policière, effectivement. On en reparlera donc avec un duplex de Radio Galère à Marseille, puisque cette marche est à l'échelle nationale. Elle n'aura pas lieu qu'à Paris. Donc on en reparlera donc ce vendredi avec plein d'invités. On mettra en lien justement les marcheurs de Marseille et de Paris ce vendredi entre 16h et 18h. Un programme ma foi sympathique. Tu y seras, Fatima, samedi ? Oui, bien sûr. Ah bon, on va se croiser là-bas alors. On va marcher ensemble. Formidable. Nadir, je t'invite à venir d'ailleurs. Ouais, je sais pas, je suis controversé par rapport à ce genre d'événement parce que ça fait des années qu'on en fait. Tu sais, moi je suis encore plus dur vis-à-vis des banlieues et de nous-mêmes que des politiques. Donc la marche, on marche nous, tu sais, on n'a pas attendu Macron depuis les années 80. La banlieue, on dit qu'on marche beaucoup, mais la réalité elle est tout autre. On est plus de 10 millions dans les quartiers populaires en France et même ailleurs. Et quand on voit le résultat au bout de 30-40 ans, c'est très dur à avaler. Donc c'est très bien, moi je suis pour des initiatives comme ça. Il en faut. Non, je peux pas. C'est pas la lutte. De par ma nature, mon ADN, je peux pas baisser les bras. Ouais. Mais c'est des initiatives qui sont intéressantes, mais malheureusement qui contribuent pas à mener un combat au quotidien, parce que nous on est toujours dans l'émotion au niveau des quartiers populaires et on sait pas construire dans du moyen et du long terme. C'est ce qui nous fait tort aujourd'hui, parce que le constat c'est le constat qu'on fait depuis 30 ans ou 40 ans. Donc maintenant, moi j'ai un certain âge, je vois les plus jeunes, 20-30 ans, il y a des choses on n'a pas su faire passer le message, ou ne serait-ce au niveau de l'histoire. La dernière fois on parlait de l'histoire des quartiers populaires, les gars qui ont en dessous de 20-30 ans, ou les filles qui ont, pour la plupart ne connaissent pas cette histoire et ne s'intéressent même pas à ça. C'est aussi une réalité. Après, le problème de l'intergénérationnel, le problème des médias, le problème de la politique, c'est tellement compliqué que moi je suis déçu sur beaucoup de choses, mais je reste optimiste parce que c'est par le combat que les choses elles se passent concrètement. Mais de faire des marches c'est bien, mais après au quotidien c'est la réalité elle est plus difficile. Notre ami Nadia qui frappe à la porte. Oui, je peux réagir. Bien sûr, Fatima. Essayer peut-être un peu de convaincre notre ami et puis les auditeurs auditrices de manière plus générale de venir à cette marche samedi, parce que même si alors effectivement il faut pas être comme ça uniquement sur du ponctuel, sur des initiatives comme ça une fois par an, etc. Simplement, il y a Nadia qui arrive, c'est pour ça que il y a un petit silence. Notre Nadia Lazouni. Oui, bonjour Nadia. Ça va ? Ça va et toi ? Comment ça va ?
Je suis contente d'être là, pardon de vous avoir interrompu. Vas-y, je t'en prie. Non, je disais simplement à propos de la marche. Non, il y avait un petit débat 17, qui s'est à peine commencé, mais voilà. Alors c'est pas un débat, ça va être complémentaire à ce qui vient d'être dit, mais simplement en fait, quand tout à l'heure tu disais voilà, mais attention parce qu'il faut des démarches sur le long terme, faut pas comme ça les trucs un peu bling bling une fois par an, etc. Je me permets de préciser quand même que parmi les organisateurs de cette marche, il y a notamment le comité Adama mené par Assa Traoré. Bon, elle a pas attendu le 17 mars pour se bouger et pour lutter contre les violences policières, par exemple. C'est un travail qu'elle fait maintenant depuis pratiquement 2 ans. C'est un travail quotidien. Elle y consacre toute sa vie. Ouais. Elle a arrêté de travailler. Toute sa famille est mobilisée. D'ailleurs, en réalité, la moitié de sa famille est en prison, faut le savoir. Donc c'est pas le 17 mars pour le 17 mars pour ce qui concerne le comité Adama. Il y a aussi le comité Lamine Dieng, donc mené par la sœur de Lamine Dieng, Ramata Dieng. Vous vous souvenez de Lamine Dieng qui a été tuée par la police il y a plus de 10 ans déjà. Ramata Dieng, elle a jamais lâché. Il n'y a pas une journée où elle s'est dit je vais mettre entre parenthèses, etc. Donc en réalité, le 17 mars, je vais réagir là, c'est chaud là. En réalité, le 17 mars, Fatima, c'est si le prolongement. C'est le prolongement. C'est le prolongement en fait de luttes qui sont menées sur le long terme, qui sont menées au quotidien, qui sont menées à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau des quartiers. Assa Traoré, Ramata Dieng, elles sont tout le temps dans les quartiers populaires, en train de parler à la jeunesse, elles sont tout le temps dans les écoles, etc., etc. Ouais. Ah, mais donc c'est pas juste marcher pour marcher. Je les connais, tu sais, ils sont organisateurs. Ouais, mais je les connais. Ramata Dieng est organisatrice principale de la marche. Beaucoup d'entre eux, on se connaît en off. L'association Banlieue Plus, et pour ma part, je suis un militant, souvent masqué, c'est-à-dire que je ne participe pas comme ça ouvertement, mais je participe et pour certains le savent très bien. On fait partie du contrôle stop, du collectif Stop Contrôle aux Faciès. Donc moi, c'est pas ces gens-là qui me posent problème. Ouais, non, mais c'est bien, c'est pour ça que je les soutiens, l'initiative, je la soutiens. Dire, ce qu'on fait, c'est pour dire que voilà. Tu viens et on en reparle la semaine prochaine. Voilà. D'accord? Comme ça sera simple. 14h, place de l'Opéra. Nadia, tu y seras aussi? Ça dépend, s'il fait beau, la priorité c'est les enfants, la famille. Non, Nadia, je posais à Nadia. Nadia, est-ce que tu viens marcher samedi? Je crois en Normandie, hein. Ouais, j'ai de la famille un petit peu quand même que je dois aller voir. J'ai des devoirs familiaux. Il paraît que t'étais donc un sacré rôle en tant que présentatrice samedi dernier. Hein. Alors je dois reconnaître que c'est grâce aussi aux conditions de tournage qui m'ont été, de tournage et d'animation et qui ont été facilitées par Fatima, Louisa et toute son équipe et Sophia. Donc c'est effectivement beaucoup plus facile de devoir gérer une table ronde, de faire face à un public qui en demande quand on a une organisation au top, très honnêtement. Elle a été parfaite, excellente, animatrice, journaliste, vraiment au top. Bon, allez, c'est parti pour le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio ces dernières 24 heures. Et vous avez peut-être vu, on va parler d'une vidéo surréaliste de Jean-Marie Le Pen qui parodie Star Wars et qui se prend pour Dark Vador pour promotionner son livre. Je vous jure que c'est vrai. Je suis Jean-Marie Le Pen, la petite bête qui monte, qui monte, qui monte. Permettez-moi un conseil amical et qui n'est pas tout à fait désintéressé. Lisez le livre, le tome 1 de mes mémoires. Vous y apprendrez beaucoup de choses que vous ne connaissez pas sans doute car elles vous ont été cachées généralement par les médias. Jean-Marie Le Pen dans la peau de Dark Vador, ça donne envie ou pas les filles, Nadia? Jean-Marie Le Pen acteur quoi. Ouais. Moi je pense qu'il est en train de faire de séduire Hollywood. Ah ouais. Ouais voilà. Il cherche un rôle. Moi je pense que il pourrait, on pourrait très bien interpréter sa vie, son combat entre guillemets au cinéma sans difficulté. Sur ce livre se vend très bien d'ailleurs. Ah, il se vend très bien. Il a été, je crois, en rupture de stock la semaine. J'ai du flair, on en reparlera, le film va bientôt sortir. Ah ouais, pourquoi pas. En plus, il a du temps libre, il est plus président d'honneur, il est tranquille maintenant. Même président d'honneur, il faisait pas grand chose. Oui, c'est vrai. En même temps. Oui, Fatima. Toujours se souvenir quand même que ce monsieur, c'est pour ça que moi ça me fait ni rire ni sourire quand il fait comme ça acteur studio, c'est que ce monsieur a quand même torturé en Algérie, il a du sang sur les mains, quoi qu'il dise, et ça il faut pas l'oublier quoi. Donc c'est pas c'est pas du tout là il essaie de se donner un petit côté geek, un petit côté comique quoi, mais voilà, c'est un monsieur, il
voilà, il est dégueulasse, quoi. Enfin, il faut pas l'oublier. Oui, c'est vrai. Je te rejoins, moi il me fait pas du tout rire, et je pense qu'il doit pas bien connaître la série Star Wars, parce que s'il savait comment allait finir Dark Vador, je pense pas qu'il rigolerait comme ça. Mais c'est vrai que c'est un criminel de guerre, ça faut pas l'oublier. Ouais. En tant que franco-algérien, je suis également concerné, donc pour ma part c'est un criminel de guerre, il me fait pas du tout rire, et puis vivement la fin pour lui. Enfin, la fin laquelle? Bah, la fin de cette vie, parce que je pense qu'il a amené plus de souffrance que de joie, contrairement à ce qu'on peut croire. Donc, il faudra bien qu'il paye un petit peu tout ce qu'il a fait. Tu sais, autant on peut rigoler sur certains débats, la banlieue, tout ça. Moi, la guerre d'Algérie. Non, mais tu peux pas dire vivement la fin. Bah, vivement la fin, si, parce que tout a une fin, donc oui, automatiquement. Mais après, c'est pas nous qui choisissons ce genre de truc. Mais heureusement, voilà. Bien sûr. Mais c'est juste un vœu. Non, parce que tu sais que ça peut être super mal interprété, faut faire gaffe quand même. Non, mais après, ça veut surtout dire qu'on pleurera pas, quoi. On peut pas comparer ce que je dis et ce qu'il a fait. Non, mais d'accord. Je préfère quand même nuancer, si tu le permets, bien sûr. Tu as tout à fait raison. Bon, alors la suite de ce zapping. Fallait pas que je la mette dans le zapping, c'est bien fait pour moi en même temps. Tiens, hier sur France 2, vous avez peut-être regardé, c'était une excellente émission d'Élise Lucet, Cache Investigation, et le président de Nîmes Métropole effaré devant les images que lui montre Élise Lucet. Écoutez. Je vous laisse découvrir les images. Celui-ci, c'est 5 à 10 mm3 dans l'année. 5 à 10 minutes. Ah oui, avec le bruit qu'elle fait comme ça, sans problème. À nous, cette fuite, on l'a signalée le jour dit, le 6 août 2017. On est quasiment 4 mois après. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Ça, c'était ce matin. 4 mois après, on recommence, et vous voyez... D'accord, ben... c'est fou. Donc ça veut dire que pas réparé depuis près de 4 mois. Ça veut dire qu'ils n'ont pas bougé. Ah bah, ils n'ont pas bougé. Vous allez pouvoir me les donner, les vidéos, ça vous dérange pas? Bah, ils les verront dans l'émission, mais... Ils verront dans l'émission, mais c'est un peu tard. Pardonnez-moi, vous avez des services aussi, vous, municipaux. Mais, oui. On n'est que 4, hein. C'est que nous, le travail qu'on fait, là, de se dire à un moment, tiens, ici, il y a une... Bah, je vous en remercie de l'avoir fait. Et on parce que voit ça va ruiner les brancards, je peux vous dire. Non, mais là, enfin... Vous avez raison. Mais attendez, mes services n'ont pas été informés. La SOR l'a géré. Si tel est le cas, je peux vous dire que ça tardera pas cet après-midi pour que je les appelle pour avoir des explications sur cette histoire-là. D'accord. Une des rares vrais journalistes, pour moi en tout cas, c'est mon avis personnel, sur le service public, Élise Lucet, cette excellente émission Cache Investigation. Fan ou pas fan? Alors j'avoue que comme il y a eu un petit peu de bavardage dans le studio, j'ai pas complètement entendu le début. J'ai juste vu qu'il y avait un gros moment de malaise et de gêne. Oui, en fait elle était en train de dire qu'il y avait une grosse fuite d'eau qui avait jamais été réparée 4 mois et que voilà, c'est du gâchis, gaspillage et que voilà, le mec il était pas au courant. Enfin c'est le président. Ça fait penser au Maroc, on va en parler peut-être tout à l'heure. Oui, absolument, on va parler de Djerad. Quelque part, on considère que c'est pas la faute du roi parce que le roi lui il a tout fait pour que ça se passe bien et en fait c'est les intermédiaires entre le roi et le peuple et c'est là où il y a eu dysfonctionnement. J'ai l'impression qu'il réagit un petit peu comme ça. C'est moi je veux que le bien des Nîmois. C'est juste qu'entre moi et ensuite le règlement des situations, il y a des techniciens, des intermédiaires, etc. qui font pas leur boulot. Voilà. C'est ça. En quelque sorte, c'est la facilité en termes de réaction, quoi. En tout cas, Élise Lucet, à chaque fois, elle y va, et franchement, en plus. Hein. Ouais. Dans un petit tour, tiens, par la radio, ça s'est passé ce matin sur France Inter, un petit accrochage entre Stéphane Guillon, qui était l'invité de Sonia De Villiers. Écoutez. Je suis arrivé à Canal+ en 2003, qui était, par définition, la chaîne de l'impertinence et de la liberté. Et cette chaîne est devenue, en 2016, avec l'arrivée de Vincent Bolloré, la chaîne de la censure. Censure d'un reportage sur le Crédit Mutuel, censure de reportage sur l'Afrique, des pays où Vincent Bolloré avait des intérêts communs, la grève d'ITélé, la mise à pied avec beaucoup de violence de certains de vos confrères journalistes comme Ali Badou et Maïtena Biraben. Par rapport à ça, 2 solutions. Ou je faisais mon boulot d'humoriste impertinent sans critiquer les turpitudes de ma direction. Et là, je pense qu'on aurait dit, ouais, Guillon, vous avez vu, il critique tout le monde, mais quand ça touche à son beefsteak, il n'y a plus personne. Donc j'ai fait mon travail, quelque part, de résistant dans la chaîne, à l'antenne, tous les samedis. Moi, je l'ai fait. Moi, j'ai été manifesté avec mes confrères journalistes d'ITélé et j'étais le seul. Les Hardisson, tout ça, ils étaient pas là. Et par rapport à des gens qui pendant des années, parce que moi j'ai beaucoup d'admiration pour Thierry Ardisson, l'Ardisson de tout le monde en parle, des gens qui étaient là, qui animaient le débat, qui étaient courageux, et qui au fil des années sont rentrés dans un système, qui ont accepté, si vous voulez, les dérives de Bolloré, la violence de Bolloré, qui n'ont rien dit, qui ont mangé leur chapeau,
par rapport à ça, moi ce qui me surprend, c'est que vous dites votre portrait est vulgaire, il est agressif. Alors je me dis, on n'a peut-être pas lu le même livre. Moi, ce que j'aurais aimé de la part de vous, Sonia, qui êtes journaliste et qui n'avez pas votre langue dans votre poche, ce que j'aurais aimé, c'est que vous me disiez, waouh, Stéphane Guillon, quand même. Ouais, vous avez été à la Grévité des... Ouais, vous avez résisté. Ouais, vous l'avez fait. Et oui, c'est bien. Et oui, moi, je suis choqué, Sonia, je suis choqué, effectivement, de la façon dont on vous a mis dehors, dont on ne vous a rien dit. Comment ça se fait que vous n'ayez pas eu... Laissez-moi terminer. Comment ça se fait que vous n'ayez pas eu un coup de téléphone? Ça devrait vous choquer. Et quand je parlais tout à l'heure de l'entre-soi et du copinage, vous venez, en faisant l'avocat de Thierry Ardisson, de m'en donner une preuve flagrante. Ah, mais je suis la très grande copine de Thierry Ardisson. Vous avez qu'à réécouter les émissions que j'ai faites. Mais j'ai écouté, Philippe. Moi, j'étais reçue chez Thierry Ardisson. Par exemple. Non, mais attendez. Non, l'émission est archi terminée. Oh merde. Non, mais là où vous vous trompez carrément. Ah non, je suis pas d'accord. Quand vous l'avez reçu, votre ton a été doucereux. Vous lui avez rien dit, vous ne lui avez pas posé la question. Pourquoi moi vous m'avez posé la question par rapport à mon rôle d'humoriste chez Bolloré? Et pourquoi Ardisson, vous ne lui avez pas dit, Thierry Ardisson, est-ce que ça vous pose un problème d'être dans la télé de Thierry de Vincent Bolloré? C'est que vos attaques, à mon avis, elles valent mieux. Moi, je suis pas d'accord. Qu'une description sur le physique, le surpoids, le bronzage, etc., qui est à toutes les pages. Vous êtes pas honnête. Non, c'est pas bien de faire ça. Voilà, petit accrochage ce matin chez nos confrères de France Inter, Stéphane Guillon, qui était d'ailleurs payé 10 000 € par chronique chez Ardisson, ce qui est quand même pas mal, hein. Wow. C'est pas mal. Nadia, ça donne envie, non? Par mois. C'est pas mal, non? Ça donne envie. Nous, avec Radio France Maghreb, là, qu'est-ce que vous attendez? Ne serait-ce que nous donner 5 €. Bah, écoutez. Pour un kebab? Oui. Non, mais juste, on peut dire un mot là sur bien sûr. Parce que lui, quand même, c'est une douille internationale. Enfin, là, je suis sûre qu'il est en train de régler, non, mais vraiment, il est en train de régler des comptes personnels, parce que lui, en termes de crédibilité, mais zéro. Là, il vient, il casse du sucre, effectivement, sur Thierry Ardisson. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il a travaillé pour lui pendant des années et des années. Il a été très, très grassement payé. Mais le type, quand même, je le rappelle, en termes d'impertinence, il veut des médailles en chocolat. Il a quand même fait le pitre. Il est venu faire le guignol et l'humoriste à Toujours Charlie, organisé par le Printemps républicain début janvier, avec une problématique générale qui était clairement islamophobe. Et il est venu, il a fait son petit show, etc., en se faisant passer pour une victime des musulmans, de l'offensive des musulmans contre la liberté d'expression, etc. Donc lui, il est absolument pas crédible pour se poser là comme anti-système. Absolument pas. Lui, il est complètement dans le système, complètement. Donc là, je suis sûr qu'il règle des problèmes, des comptes personnels, c'est tout. C'est absolument pas lui politique. A répondu dans une lettre. C'est absolument pas général. Voilà, c'est juste pour régler ses petits comptes. Bon, question du jour. Question du jour, elle porte sur celui qui a quelques difficultés à se produire sur scène. Et ça pose un vrai cas de conscience et de morale par rapport à Bertrand Cantat. Qui, vous le savez, a fait de la prison pour avoir tué Marie Trintignant. C'est passé en 2003. Hier, notamment à Grenoble, il a été accueilli par des insultes et des casse-toi à Bertrand Cantat, qui a pris des choses d'ailleurs avec sourire visiblement, mais on était obligé quand même de l'exfiltrer derrière. Quoi qu'il en soit, la question du jour est toute simple, un poil provocatrice, je vous l'accorde. Est-ce que Bertrand Cantat a, selon vous, le droit à une seconde chance? Alors, c'est très partagé sur Facebook et sur Twitter. Sur Facebook, on a 49% de oui. Sur Twitter, c'est 50-50. La question, je vous la pose, tiens, Fatima, est-ce que Bertrand Cantat a le droit à une seconde chance, d'après toi? Est-ce que ça te pose un problème lorsqu'il va se produire sur scène? Ça dépend de quoi on parle. Alors, il a purgé sa peine, 4 ans au lieu de 8, il a purgé sa peine, mais il a purgé, effectivement. Apparemment, il n'a pas eu droit à des privilèges, ça c'est clair aussi. Donc, il a tout à fait le droit à se réinsérer dans la société, etc. Donc ça, évidemment, il n'y a pas de débat là-dessus. Sinon, dans ce cas-là, autant rétablir la peine de mort, et puis une fois que quelqu'un commet un crime, c'est tout, sa vie s'arrête. Donc ça, ce débat-là, pour moi, il est réglé. Maintenant, c'est pas la même chose que de dire que monsieur va faire la une des journaux avec un petit sourire, en posant en plus avec Orelsan. Orelsan, ce rappeur qui utilise l'expression dans un de ses textes, je vais te Marie Trintigner, quand même. Donc lui, ça le dérange pas moralement de poser avec lui sur la une des Inrecuptibles. Par ailleurs, d'aller sur scène comme ça, et effectivement, comme le dit la mère de Marie Trintignant, je la rejoins là-dessus, pour être applaudi quand même à l'issue de chaque chanson. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'obscène, et je comprends moi alors déjà je comprends la famille dans la difficulté du deuil que la famille a à faire, et puis oui, il y a quelque chose d'obscène. Alors on peut pas lui interdire évidemment, mais on a le droit de lui dire oui, effectivement, on a le droit de lui dire casse-toi, ta gueule, écris des textes chez toi, et
écrit des textes pour d'autres artistes, etc. T'es pas obligé de venir t'imposer à nous sur scène, à faire le beau, à faire la star, etc. Lui aurait dû avoir un minimum de dignité, un minimum de décence, et lui-même ne pas s'autoriser à aller comme ça sur scène dans les différents festivals. Par ailleurs, je rappelle qu'il n'y a pas que l'affaire Marie Trintignant. Je rappelle que son ex-femme s'est suicidée, qu'elle a laissé un enregistrement où elle dit clairement que il est responsable de ce qui lui est arrivé, des pressions psychologiques, du harcèlement moral, etc. Donc voilà, je pense qu'on a affaire quand même à quelqu'un qui est récidiviste, qui est un pervers, qui est un prédateur, etc. Et qu'on n'a pas envie de le voir, sur scène. Maintenant, on peut pas lui interdire. C'est tranché de côté de Fatima. Est-ce que c'est un peu plus nuancé, Nadia? Non, je vais pas nuancer du tout ce qu'elle dit. Je suis d'accord avec elle quand elle dit qu'il a purgé sa peine et que c'est le but aussi, c'est ça, de l'emprisonnement finalement. C'est de faire émission, on va dire, de ses péchés et de ses fautes et pour que s'ouvre devant nous une nouvelle vie. Donc il a le droit à cette nouvelle vie, à cette seconde chance. Après, c'est clair que c'est indécent pour les raisons que Fatima a évoquées. Donc je vais pas la paraphraser, mais c'est vrai que c'est assez indécent. Mais voilà. Pourquoi cette affaire parle beaucoup? Parce que c'était une personne publique et que quand il y a toujours des anonymes dont on ne parle pas et pour qui au quotidien ils essuient ce type d'humiliation en voyant leur bourreau réussir, sauf qu'ils sont pas sous les projecteurs, donc c'est pour ça que ça fait parler. Nadia, un peu plus nuancé peut-être? Je sais pas si c'est nuancé. Moi, ce qui me chagrine dans cette affaire, c'est vrai que d'un point de vue moral, c'est surtout là où on peut se positionner, se questionner. Moi, ce qui me dérange, c'est la justice. Je crois que elle a été tuée après le comptage de 18 coups. Oui. C'est énorme, 18 coups. Le visage fracturé. Il a été condamné à 8 ans de prison, il a fait 3 ans et demi. 4 ans. Oui. 3 ans et demi et des brouettes, j'ai encore entendu ça ce matin. Même pas 4 ans. Moi, c'est ça qui me touche au niveau de la justice. C'est qu'on arrive à tuer une femme, une mère de famille, par 18 coups. Après, peu importe les excuses, j'étais bourré, j'étais pas bourré, j'étais énervé. Franchement, je les entends même pas, ces excuses-là. Et qu'on fasse que 3 ans et demi de prison. Moi, c'est ça qui me touche dans cette affaire. Après qu'ils viennent, soi-disant, continuer sa carrière, franchement, c'est tellement secondaire par rapport à ce qu'il a fait que, après, comme je t'ai dit, d'un point de vue moral, chacun a sa position, c'est bien, c'est pas bien, peu importe. Moi, ce qui me touche dans cette affaire, c'est la justice. La justice, aujourd'hui, par rapport aux faits qui se sont déroulés il y a quelques années, n'a pas été capable de prendre la mesure de cet acte, peut-être sous la pression que c'était une personnalité. Et là, par contre, il y a question, et là, on peut se poser, effectivement, des questions sur la façon de rendre la justice en France. Bon, pub et dans un instant, premier avis tranché. Alors, comme je suis à l'origine un homme de gauche, à ma gauche, Fatima Wassak. Allez, à tout de suite sur France Maghreb 2. Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous, avec Fatima Wassak, Nadia Lazouni et Nadir Kayak sont avec nous aujourd'hui. Une belle équipe de choc en notre compagnie jusqu'à 18h, donc sur France Maghreb 2. Voici le premier avis tranché de l'après-midi. Il est signé Fatima Wassak, jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si l'on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. On va parler des dangers du numérique pour les enfants avec toi, Fatima. Oui, alors avant de parler des dangers du numérique pour les enfants, je vais juste vous rappeler des souvenirs où il y a quelques années, on était attendris comme ça en allant à l'Apple Store pour acheter pour nous-mêmes des iPhones et des tablettes, etc. On était attendris sur l'espace Apple Store réservé aux enfants et attendris notamment devant des tout petits bambins de 2 ans, 3 ans qui étaient comme ça sur des tablettes et qui avaient une telle dextérité qu'on se disait mais quand même, c'est super le numérique, c'est super pour les enfants, ça leur apprend de l'agilité, ça les rend intelligents, etc., etc. Sauf que l'Académie française des sciences a rendu un avis, notamment avis publié en janvier 2013, sur les problématiques enfants et écrans. Et voilà ce qu'il en est ressorti dans les grandes lignes. Les écrans non interactifs, donc la télévision, les DVD, ont des effets très négatifs sur les enfants. Prise de poids, retard de langage, déficit d'attention, risque d'adopter une attitude passive face au monde. Pour les adolescents, pour un usage trop exclusif d'Internet, pensée zapping, entre guillemets, appauvrissement de la mémoire, capacité de synthèse personnelle et capacité d'intériorité moindre, etc., etc. Et pour les enfants de moins de 6 ans, le fait que la possession d'une console ou d'une tablette personnelle présentait plus de risques que d'avantages. Même si, pour le coup, l'Académie française des sciences était relativement indulgente avec cette question des tablettes. Ensuite, en 2015, un certain nombre de médecins, enseignants, orthophonistes, psychologues
collectif qui a publié une tribune, donc en 2015, pour critiquer encore l'Académie française des sciences et trouver que l'Académie n'allait pas assez loin, et notamment pour ce qui concernait les tablettes. Ainsi, donc les tablettes, je rappelle que, vous le savez certainement, c'était les premières ventes de jouets pour les enfants en 2015. Première vente de jouets pour les enfants en 2015. Donc le cadeau préféré des parents. Donc ce collectif critiquait donc l'avis de l'Académie des sciences sur le fait que les tablettes apportaient aux enfants provoquaient chez les enfants de forts retards de langage, des troubles de l'attention, des capacités manuelles et graphiques moindres. J'ajouterai moi avec d'autres études que côté parents, il y a une altération des sentiments du parent pour l'enfant, c'est-à-dire du sentiment carrément, c'est-à-dire que le parent qui ne regarde plus son enfant parce qu'il est bloqué, scotché sur sa tablette ou sur son portable, subit une altération de l'amour qu'il a pour son enfant. C'est-à-dire que son enfant est en train de jouer, par exemple. Alors, au lieu de regarder son enfant jouer et d'être émerveillé par l'enfant, dans sa créativité, dans l'humour que la situation peut provoquer, le parent ne va pas en profiter, entre guillemets, il va aller chercher son téléphone portable, il va filmer et il va publier ça sur Facebook parce qu'il veut des likes, parce qu'il veut montrer au monde entier à quel point son enfant est génial, est marrant, etc. C'est-à-dire qu'il n'est plus sur le moment, il n'est plus sur la relation présente à l'enfant, il est simplement sur la reconnaissance sociale que va provoquer la relation qu'il a avec son enfant. Donc une forte altérité du sentiment par enfant. Et puis pour l'enfant, du coup, pour des parents qui sont quand même beaucoup, et puis on peut en témoigner ici, beaucoup sur les tablettes et portables, une moindre confiance en soi. Un parent qui ne regarde plus son enfant, c'est une moindre estime pour soi, pour l'enfant. Ça va développer chez l'enfant moins de sens critique, c'est-à-dire qu'il va ingurgiter un peu tout ce qu'il va trouver sur Internet, à la télévision, etc., etc., et donc ça va moins développer son sens critique, etc., etc. Donc, ce collectif de professionnels, donc je le rappelle, médecins, psychologues, etc., etc., était très critique vis-à-vis notamment des tablettes. Alors pour pas en rester sur quelque chose de négatif, où on se dirait mais mince, on va vers un monde comme ça où les enfants vont être détruits, il n'y a plus rien à faire, il y a une sorte de fatalité, j'aimerais donner quelques conseils positifs pour essayer de contrer ça, autant que faire se peut, parce qu'effectivement, tu disais tout à l'heure Nadir, il y a un moment donné, il y a aussi la société, le progrès technique, etc., qui avance, et qui même lorsqu'on se pose des questions, même quand on est réveillé un petit peu par sa conscience, en réalité, on rentre dans le moule et puis on fait un petit peu comme tout le monde, donc c'est difficile d'avoir de la distance par rapport à ces outils technologiques. On est toujours là, moi-même, la première, à essayer d'avoir le dernier iPhone, à essayer d'avoir le dernier outil technologique qui va nous permettre d'être les plus connectés possibles. Malgré tout, il s'agit des enfants, et quand il s'agit des enfants, personnellement, je suis sans pitié, c'est-à-dire que j'en suis même, vous allez voir tout à l'heure, à culpabiliser les parents, c'est-à-dire à leur dire vraiment vous êtes responsables de vos enfants à partir du moment où on vous a démontré par A plus B que le fait de les mettre quand même beaucoup devant les écrans pour être tranquille, et ça moi j'ai pu les constater, même pour des parents qui aiment leurs enfants, mais simplement ils rentrent, ils sont fatigués, etc., et ils se disent bon allez, l'enfant il m'embête, il s'ennuie, etc., bim, allez tiens devant la télé, ou alors bim tiens sur la tablette, ou bim va dans ta chambre sur l'ordinateur pour jouer à des jeux vidéo. On devine que c'est néfaste, mais c'est vrai que on se dit bon allez c'est pas grave, ça va pas faire de mal, etc. Non, ça fait beaucoup de mal. C'est pour ça que j'en appelle à la responsabilité des parents, j'en appelle même à la culpabilisation des parents, et je donne quelques conseils quand même au-delà de la culpabilisation. 1. Il faut éveiller les enfants à exercer une conscience réflexive de leur relation aux écrans et au monde virtuel, donc ce qu'on appelle l'éducation à l'autorégulation, c'est-à-dire apprendre aux enfants, par exemple, lorsqu'ils sont devant la télévision. Je parle là d'un point de vue personnel, c'est ce que je fais aussi avec mes enfants. Lorsqu'ils sont devant la télévision, par exemple, leur apprendre à s'écouter, c'est-à-dire à un moment donné se rendre compte, avoir conscience qu'ils ont mal aux yeux, qu'ils ont mal à la tête, qu'ils sont fatigués, qu'ils ont envie de passer du temps avec leurs parents, qu'ils ont envie d'aller jouer dehors, etc. Donc apprendre vraiment aux enfants à être dans l'écoute d'eux-mêmes, écoute de leur corps, écoute de leur sens. Ça, c'est la première chose. Ensuite, par exemple, lire des livres aux enfants le soir, et lire des livres longs, les plus longs possibles, pour habituer les enfants dès le plus jeune âge à être sur un rythme long, à être sur une concentration longue. Parce que vraiment, moi je peux le constater ça, chez les enfants et chez les adolescents. Mon mari est professeur, il me le dit aussi pour les élèves qu'il a notamment en 6e, 5e, 4e. On a affaire à des adolescents qui sont très vite déconcentrés. Ils écoutent pendant un moment, puis bim, ils vont décrocher, puis là, on les perd. Et ça, c'est beaucoup lié au temps qu'ils passent sur les écrans. Donc vraiment, apprendre aux enfants à lire et leur lire, les habituer à ce plaisir-là. Par exemple, personnellement, là aussi, je vais donner un petit exemple pour ce qui me concerne dans le rapport que j'ai à mes enfants, donc de 2 et 4 ans. Par exemple, faire une petite pièce de théâtre. Donc, vous écrivez, après, c'est pas Molière, c'est pas Corneille, c'est un petit truc. On s'éclate chez Fatima Wassak. Non mais
je veux dire, c'est une petite pièce de théâtre tranquille et c'est pour des petits, hein. Bon, c'est surtout pour ma fille de 4 ans qui va bientôt avoir 5 ans, mais vous écrivez avec elle une petite pièce de théâtre et puis vous lui faites jouer. Donc ça l'oblige. Donc déjà, c'est pas du temps qu'elle passe devant les écrans. Elle est elle-même actrice de ce qu'elle fait et puis ça l'oblige à mémoriser. Et puis c'est hyper ludique. Voilà, elle prend beaucoup de plaisir. Bon après pour l'enfant de 2 ans, j'avoue, mon fils est plus là pour porter le pot de fleurs que pour vraiment être comédien. Mais quand même, ça le met lui aussi dans le circuit. Et donc ça les oblige à passer du temps comme ça, à être actifs et à être dans la mémorisation, la concentration, etc. Le troisième conseil que j'ai, et c'est le conseil qu'a établi une des psychologues dont je parlais tout à l'heure, qui faisait partie du collectif, qui s'appelle Sabine Duflo, et qui a élaboré une méthode qui s'appelle les 4T et qui est fondamentale. J'invite les parents, les personnes qui écoutent la radio aujourd'hui, à aller regarder sur Internet. Ils tapent les 4T de Sabine Duflo. Alors c'est quoi les 4T? C'est 4 pas. Et en fait 4 temps sans écran. Alors 4 temps, c'est-à-dire pas d'écran le matin, parce que quand vous mettez vos enfants le matin devant la télévision par exemple, avant l'école, ils perdent toute concentration ensuite à l'école. Et en fait, on observe à l'école pendant le cours des temps de somnolence et de déconcentration. Donc pas d'écran avant de partir à l'école le matin. Pas d'écran pendant les repas. Parce que vos enfants, vous leur parlez plus, en fait. Vous êtes en train de manger. Commentez ce que vous êtes en train de manger. Parlez de ce que mangent vos enfants. Parlez de la journée de vos enfants, etc. Mais ne mettez pas vos enfants devant la télévision. Vous perdez toute relation essentielle, affective, parent-enfant. Donc pas d'écran pendant les repas. Pas d'écran avant de dormir. Là, ce que montre Sabine Duflo, c'est qu'il y a énormément d'enfants qui, lorsqu'ils regardent la télévision avant d'aller dormir, ou lorsqu'ils jouent avant d'aller dormir, ou quand ils sont sur tablette avant d'aller dormir, cauchemar, trouble du sommeil, l'enfant se réveille la nuit, etc. Il a peur, etc. Donc ça, voilà. Sauf si, pour les gens, évidemment, pour les parents qui veulent faire du mal à leurs enfants, voilà, je les invite à prendre leurs responsabilités, à pas mettre leurs enfants devant l'écran avant de dormir. Et enfin, pas d'écran dans la chambre. Il n'y a pas à avoir pour les enfants, à avoir une télévision dans la chambre, à avoir une tablette dans la chambre ou à avoir un ordinateur dans la chambre. Ils sont peut-être trop jeunes pour l'instant, Fatima, c'est pour ça. Pardon? Ils sont trop jeunes pour toi. Non, mais alors moi je suis sans pitié. Hein. Quand il aura 15 ans, il va te demander une télé dans la chambre. Je vais vous citer Steve Jobs, et ça avait beaucoup marqué à l'époque, c'était en 2010, avant qu'il ne meure. Alors Steve Jobs, vous savez qui c'est le créateur, oui, le fondateur d'Apple, donc il est bien placé pour en parler. Il avait déclaré que lui, ses enfants, n'approchaient pas une tablette que lui-même avait créée. Et justement, pour tous les problèmes, non mais vraiment, pour tous les problèmes que je viens d'énumérer, troubles de la concentration, retard scolaire, retard du langage, etc. Donc si même Steve Jobs le dit, bon c'est un petit peu anecdotique, mais ce n'est pas rien. J'ajoute que sont particulièrement concernés les parents et les enfants des classes défavorisées. Parce que souvent, plus on monte en classe sociale, moins il y a d'écran à la maison et moins il y a de temps passé devant les écrans. Plus on baisse en classe sociale et plus il y a du temps consacré dans la consommation à l'écran. C'est tout simple. C'est parce que l'accès aux loisirs coûte cher. Par exemple, on dit oui, mais à la place de l'écran, il faut faire du sport, il faut faire du théâtre, etc., etc. Oui, qui a les moyens de faire ça? C'est parce qu'aussi les parents souvent ont des horaires hachés. Donc ils travaillent très tôt le matin, très tard le soir, ils sont fatigués en rentrant, ils ont des métiers très pénibles et du coup ils ont tendance à aller vers la facilité avec leurs enfants. Donc c'est pour tout un ensemble de raisons sociales que les enfants en particulier habitant les quartiers populaires et des classes sociales défavorisées sont particulièrement touchés. Donc il y a un travail d'information à faire envers eux. En tout cas, il y a ces 4 T que vous pouvez trouver sur Internet. Je vous invite à télécharger. C'est une petite vidéo très simple à suivre et vraiment c'est très pratique. Il suffit d'appliquer et vous envoyez tout de suite le résultat. Moi, je participe à un collectif de mamans. Il y a des mamans qui ont appliqué ça, les 4 T, et elles ont vu la différence. Mais je vous assure, en quelques semaines, les enfants plus concentrés, moins hyperactifs, etc. Je termine très vite pour dire qu'il est important aussi de participer à des groupes d'échange entre parents pour échanger sur les expériences des uns et des autres, parce que c'est bien beau de dire pas d'écran, mais il faut pouvoir remplacer par quelque chose. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure avec ma petite pièce de théâtre, mais il y a d'autres possibilités. Il faut apprendre aux enfants à s'ennuyer notamment. Ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a des outils, il y a des méthodes pour ça. Donc vraiment, j'invite les gens aussi à se rapprocher des collectifs de parents, des collectifs parentalité. Dans tous les cas, il faut une réflexion générale parce que c'est une question de santé publique qui est vraiment essentielle. Enfin, moi, je pense que vraiment, il y a une urgence même en termes de santé publique. Vous savez que l'Éducation nationale avait distribué en 2015 130 000 tablettes dans les établissements scolaires. Ouais. 130 000. Avec cette histoire de facilité. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple à gérer, c'est beaucoup moins cher de mettre des tablettes plutôt que d'avoir des profs qui sont formés, qui passent du temps avec les élèves, etc., etc. C'est la facilité. Il faut que nous, parents, nous prenions notre responsabilité et qu'on interroge l'impact du numérique sur le cerveau, sur l'âme, sur le devenir de nos enfants. Merci Fatima Wassak. Tiens, je vais poser la question à Nadir qui a beaucoup d'enfants. Oui. Est-ce que tes enfants passent du temps devant les écrans? Oui. Ah. Mais j'essaye. Est-ce qu'elle t'a pas culpabilisé, Fatima, là, pour le coup?
Non, mais oui, mais il y a très bon rappel. Alors, pourquoi laisses-tu tes enfants devant les écrans? C'est pour qu'ils te laissent tranquille? Parfois oui, mais c'est vrai que j'essaie de trouver un équilibre, notamment en mettant en place des petites sorties, des petites activités. Mais bon, après, il y a une réalité aussi qui est là. Tu sais, Fatima dit à juste titre que souvent les parents sont fatigués, donc laissent les enfants devant l'écran et puis passent à autre chose. Nous, on a connu ça à une époque. Bon, c'était la télé, mais c'était aussi dehors, les enfants qui restaient dehors. On a eu aussi une certaine éducation dehors, celle de la maison. Le tout a fait aujourd'hui des individus qui sont ce qu'ils sont. Aujourd'hui, les tablettes sont là. Après, c'est toujours une question d'équilibre. Bien sûr que il y a du bon et du moins bon là-dedans, mais c'est toujours pareil. Il faut chercher un équilibre pour soi-même et à partir de là, le donner à ses enfants. Mais aujourd'hui, en fonction du travail, du rythme des uns et des autres, à chacun doit s'adapter. Et puis la philosophie. On peut mettre aussi cet avis tranché aussi en rapport avec la malbouffe. Ouais. Quand on donne de la bouffe à des enfants comme ça, on prend pas le temps de cuisiner, alors que des fois, en prenant 10 minutes ou un quart d'heure en plus pour apporter un vrai repas aux enfants, c'est peut-être aussi intéressant que de faire attention de ne pas les mettre devant la tablette comme ça et de les abrutir. Donc il y a tout un ensemble de matières sur lesquelles il faut pouvoir prendre le temps de réfléchir, mais aujourd'hui c'est vrai que la société va très vite, mais c'est pas une excuse, on doit trouver le temps pour prendre le temps d'avoir des bonnes décisions, notamment pour nos enfants, mais ça passe aussi par nous-mêmes. Mais quand on a pris des mauvaises habitudes depuis 20-30 ans, c'est difficile aujourd'hui de tout changer comme ça. Oui, et vous rendez-vous compte, moi, des fois le soir, je raconte ma vie, 36-15, on s'en fout, mais le soir, je me tape Cyril Hanouna, TPMP en mangeant, c'est indigeste. Pardon, mais et je le dis à ma femme, je négocie, mais bon, c'est voilà, bon, c'est dur. Alors parfois, c'est carrément la télé qui est allumée et les parents qui sont sur leur portable aussi. Oui, alors les repas de famille, Fatima, on en parle des repas de famille où tout le monde est sur son portable et personne se regarde et personne discute en fait finalement. C'est vrai qu'après on fait ce qu'on peut, etc. Mais je pense que vraiment il y a une question de responsabilité collective à avoir. Il faut créer des espaces de débat là-dessus avec des chiffres, parce qu'il faut quand même des études. À un moment donné, on peut pas rester simplement dans le flou. Il faut dire voilà quel impact concret, chiffré sur le cerveau des enfants, sur les retards de langage. Tout ça, il y a des études scientifiques. Même avec ça, je suis pas sûr que ça puisse aider les gens, parce que comme on le disait, le rythme de la vie est ce qu'il est. Et aujourd'hui, pour comprendre notamment aux familles les plus démunies cette réalité, c'est pas évident, parce que même s'ils la comprennent par les chiffres, il y a une réalité sociale et économique qui font qu'aujourd'hui, ils ont pas le temps de réfléchir comme ça. Oui, mais c'est vraiment une question d'information, parce que pour beaucoup, ils n'ont pas cette information déjà. Il faut de la prévention, il faut de l'information. Christophe de me donner l'occasion d'en parler. En plus, c'est marrant parce que tu parlais de malbouffe. Il se trouve que le collectif auquel j'appartiens, Front de Mer, on travaille et sur la mauvaise alimentation et sur la question du numérique. C'est lié. Mais en fait, c'est une manière de dire aux parents, prenez vos responsabilités. Il faut qu'on prenne nos responsabilités. C'est pas l'État, c'est pas les institutions, c'est pas Apple qui vont gérer la vie de nos enfants. Bravo Fatima. Voilà. Nadia. Moi, j'ai pas d'enfants, mais j'ai des nièces. Oui, voilà. Alors, est-ce que tes nièces sont devant les écrans en permanence? Non, pas du tout. Moi aussi, en plus, ça coûte cher. Je suis contre l'utilisation des écrans, des téléphones et des tablettes, mais tu disais que l'éducation nationale avait distribué 180 000. Moi, ma nièce s'est scolarisée dans une école privée catholique et c'est aux parents. C'est aux parents qu'il a été demandé d'acheter la tablette. Ah oui. Oui, voilà. Donc c'est carrément dans la liste des courses, et donc les parents ont acheté la tablette pour pouvoir gérer l'emploi du temps. Avant, on avait le carnet de liaison avec les professeurs. Ouais. Toute la liaison se fait aussi via la tablette. Que je signais à la place de mes parents à l'époque d'ailleurs. Voilà. Donc et n'achetez pas de portable à vos enfants de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. C'est irresponsable. C'est grave. Enfin, je vois des petits dans la rue avec des portables. Ils ont 8, 9 ans, mais vraiment, c'est pour ça que je culpabilise exprès. Je trouve que c'est vraiment irresponsable. Vous tuez l'enfance de vos enfants, vous tuez l'innocence de vos enfants. Laissez-les s'amuser, être dans la curiosité. Oui, mais tu vas voir quand ta fille va arriver au collège, elle va te dire maman, tu m'offres un portable. Parce que c'est tendance. Alors on prend rendez-vous je vous verrai dans 10 ans. Alors on a toujours pas de portable. J'espère, Inch'Allah. Oui, tu espères. Voilà. Mais entre tes espoirs et la réalité, il y a peut-être une différence. On est d'accord avec leur père. Et non, on est vraiment c'est pensé. On espère convaincre d'autres parents. Et puis je suis pas la seule. Je vous parlais de ce collectif de psychologues, de médecins, etc. Il y a une vraie réflexion de fond aujourd'hui qui est menée. Je sais pas pour vous, moi je supporte plus la télévision allumée quelque part, par exemple. J'ai pas de télé chez moi. Je rentre quelque part. Non, j'ai pas de télé. Pas de télé, pas de micro, tout comme Fatima. Parce que ça me fait mal à la tête, pour vous dire. Maïssa Leroy, pareil. Alors là, en fait, il suffit de se reconnecter avec soi-même. Par contre, je suis beaucoup sur le portable, j'avoue, et ça c'est. Ça va. Vous compensez. Voilà, c'est surtout ça. Est-ce que Madame Lazouni est prête? Oui, elle est prête. Ah, parce que là, j'ai hâte d'écouter, parce que ça fait un petit moment, j'avoue, un avis qui risque d'être tranchant, comme d'habitude, j'ai envie de dire. C'est signé Nadia Lazouni. Voici le jingle. 5, 4, 3, 2, 1.
Et j'invite les auditeurs, s'ils le souhaitent, à réagir évidemment aux avis tranchés, celui de Fatima, de Nadir qui arrive, mais également à celui de Nadia Lazouni, qui va nous parler d'un sujet qu'elle avait prévu de faire jeudi dernier, pour ne pas trahir aucun secret. Merci de m'afficher. Non, pas du tout, mais ça t'a été, voilà, c'est les impératifs de la vie. Eh bien, séance de rattrapage aujourd'hui, ma chère Nadia Lazouni. La lutte politique contre l'instrumentalisation de nos causes était devenue pour nous prioritaire par rapport à la lutte politique contre les oppressions que l'on subissait spécifiquement. C'est ce qu'affirmait avec force Fatima Wassak, politologue et militante, dans un billet remarquable publié dans Mediapart le 8 mars dernier. Hasard du calendrier, que dis-je, calendrier béni de Dieu, elle est juste à mes côtés. Comment moi, femme d'origine maghrébine, de confession musulmane et arborant un couvre-chef, pourrais-je rejeter ce postulat ? Le contexte islamophobe et sexiste, particulièrement hostile aux femmes qui ont choisi de porter le foulard, ne nous laisse en revanche pas le choix de consacrer notre temps et notre énergie à faire la démonstration de notre autonomie et à donner la preuve de notre humanité. Si vous voulez vivre dans la peau d'une Française musulmane qui porte le voile, placez votre tête dans un étau et attendez que le massacre psychologique se produise. Beaucoup dénoncent, essentiellement dans nos rangs, le racisme qui vise spécifiquement les femmes identifiables comme musulmanes. Selon une association, près de 83% des victimes d'islamophobie sont des femmes, un chiffre que je laisserai le soin à notre chère Fatima de nuancer. Un racisme anti-musulman méticuleusement instrumentalisé à des fins politiques, un jeu sadique auquel l'appareil médiatique prend goulûment part. Très peu dénoncent, en revanche, pour ne pas dire personne, l'instrumentalisation du racisme anti-musulman par les musulmans mâles. Pour continuer à paraphraser Fatima, je dirais que nous sommes aujourd'hui à un tournant. Nous ne tairons plus face à l'exploitation des discriminations que nous subissons, femmes qui portons le foulard par nos pères. De quoi je parle ? Eh bien, de tous ces hommes musulmans qui ont trop longtemps tiré du climat islamophobe les moyens d'exploiter les compétences des femmes qui portent le foulard et hautement diplômées dans un contexte de précarité économique qui ne nous offre pas d'autre choix que d'accepter des conditions de travail et une rémunération indigne de l'idéal de justice que nous prêtons défendre. À défaut de pouvoir travailler et de garder le foulard, un grand nombre d'entre nous s'est, naturellement et amèrement, tourné vers les entreprises et associations dites musulmanes, autrement dit, les structures dont les dirigeants se disent musulmans ou dont l'activité cible les musulmans, et ils acceptent d'accueillir les femmes musulmanes discriminées que nous sommes. Oh, comme c'est trop bon, n'est-ce pas ? Détrompez-vous. Je ne compte plus les témoignages de femmes désabusées qui ont quitté le milieu associatif et entrepreneurial dit musulman en jurant de ne plus y remettre les pieds. Toutes dénoncent l'importation d'un système managérial que les grands patrons de la finance n'auraient point désavoué. Pression, culpabilisation, intimidation, chantage, manipulation, valorisation, humiliation, compétition et éviction. Certaines de ces femmes, de ces sœurs, sont bénévoles, d'autres payées à coups de lance-pierre, mais toutes sont animées par l'envie sincère de servir la cause de Dieu et de respecter ses prescriptions. Dans ce milieu, le rappel islamique fait office de moyen de communication aussi puissant que le storytelling dont nous abreuvent les dirigeants afin de nous fidéliser à la cause qu'ils prétendent défendre quand ce ne sont pas leurs piètres intérêts personnels qu'ils cherchent à préserver au fond. Certains d'entre nous ont frôlé le burn-out, d'autres sont tombés en dépression et presque toutes ont ressenti le besoin de consulter un psychologue. Pourquoi ? Parce que le silence règne dans ce milieu dit musulman et on canalise votre mécontentement à coups de disquettes islamisées. Ça donne un peu ça. C'est vrai, tu pourrais être payée, ma sœur, pour ce que tu fais, ou mieux rémunérée. Mais alhamdoulilah, tu peux garder ton voile et prier à l'heure. Masha'Allah. Il y a bien d'autres variantes pour tenter de vous faire taire, et en voici quelques-unes qui devraient vous aider à prendre vos jambes à votre cou. Trouve 70 excuses à ton frère ou à ta sœur en islam. Fais husnudhun, ma sœur. Accorde le bénéfice du doute. Taskiya nafs, purifie ton cœur. Taqillah, crains Allah, ne fais pas de vagues. Tu es une sœur de qualité. La Oumma a besoin de toi, mais il faut que tu fasses un petit travail sur toi. En gros, apprends à fermer ta bouche. Tu as un potentiel exceptionnel. Je te verrai bien dans telle fonction et je vais te coacher, te coopter pour que tu y parviennes. C'est moche, hein. En fait, il y a pire. Toutes ces sœurs ont en commun le célibat, volontaire ou subi. Donc, a priori, elles ont plus de temps que les autres, moins de contraintes que les autres, et par-dessus tout, elles ne bénéficient pas de la protection qu'un époux pourrait offrir dans l'inconscient des gens. Elles sont plus vulnérables. Saisissez-vous l'aubaine des femmes célibataires, qualifiées,
dévoué, disponible, sensible et à la recherche de la satisfaction de Dieu, donc potentiellement docile. Comme partout ailleurs, le boss ne se remet jamais en question. Le jour où vous comprendrez la supercherie, l'on vous chassera prétextant vos penchants hystériques et votre fragilité psychologique, intimement liée à votre condition de femme célibataire, économiquement vulnérable, proche de la trentenaire, tout en continuant à louer vos mérites, histoire d'entretenir une intégrité et une fraternité factice aux yeux des gens. Si vous parlez, on vous accuse de médisance ou de fitna, à savoir division intracommunautaire. Si vous gardez le silence, c'est cautionner une certaine impunité. Je vous l'avais bien dit, plus haut, on a la tête dans un étau. Et ce qui est plus douloureux dans tout ça, c'est prendre le risque d'accepter, voire de préférer les agissements scélérats de nos bourreaux institutionnels à ceux des nôtres qui avilissent le message de l'islam. Merci beaucoup Nadia Lazouni, on en reparle si vous le voulez dans un instant et on écoutera aussi Nadir Kaya qui nous réserve un petit avis tranché sur comparaison avec les deux là. Oui. Sur la drogue dans les quartiers. C'est ça hein. Ouais, c'est le souvenir d'une personne que j'ai croisée il y a pas très longtemps, qui était un des grands de ma cité et qui est malheureusement toujours dans cette logique de toxicomanie. Voilà. On en reparle dans un instant, ne bougez pas, le grand forum jusque 18h avec vos appels 01 40 33 9000. Merci Nadia, il était tranchant cet avis. À tout de suite comme d'habitude. LGF, le grand forum. Ah, même en antenne, c'est sympathique. Le grand forum avec Nadia Lazouni, avec Fatima Wassak. Les moments hors antenne. Les auditeurs, s'ils savaient ce qui se dit. Pour le best-of, on pourrait faire un best-of de fin d'année avec tout ce qui se dit en antenne. Oh là là. Lupo, il a des dossiers sur nous. Ah, grave. Les auditeurs. Mais heureusement, lui, il parle pas. Tu vois, tout va bien. Bon, alors, c'est parti, mon cher ami Nadir. Pour ton avis tranché, on ne sudoie pas les. Non, pas. Bon, non, jingle. Il a dit, on va le flinguer. Ah, faut que tu déverrouilles. Ouais, faut que tu déverrouilles. Ah, on va déverrouiller. Tu veux flinguer qui, toi? Il a dit. Moi, je balance. Je balance ou pas? Oui, vas-y, balance. Non, je peux pas par rapport à mes ancêtres Moudjahidine, je peux pas faire ça. Et Moudjahidette aussi. C'est bon? Moudjahidette aussi. Et tout. En parlant de féminisme. C'est bon? Combattante. J'essaye. Non, on essaie de revenir au truc. Hop, voilà. Non, pas tout à fait. Ce sont les aléas d'une radio familiale. Je peux commencer sans les aléas directs. Je suis sûr que tu connais mieux que moi, Nadia. Alors, vous savez ce qu'on va faire avant que vous régliez vos problèmes techniques. J'ai envie avec Fatima et vous trois donc de parler de ce qui se passe au Maroc parce que personne n'en parle. Ouais. Pour ce faire, je vous invite du côté de cette ville que vous connaissez forcément, Gerada, puisqu'il y a eu des arrestations qui se sont multipliées. Fatima, dans le rang de Herak de Gerada, 5 jeunes leaders ont été arrêtés samedi et dimanche 11 mars lors de la plus grande manifestation depuis le début de ce mouvement en décembre dernier. Ce sont aussi les premières arrestations dans le cadre de ces protestations donc dans cette ancienne ville minière de la région donc à l'est du pays. Une grève générale a été observée ce lundi 12 mars. Les habitants veulent maintenant étendre leur mouvement à l'extérieur de la ville. Une grève générale a été observée donc lundi et le nouveau comité du mouvement est composé essentiellement, Fatima, de femmes. Ouais, bah franchement, merci d'en parler parce que, alors moi je suis marocaine et j'ai très très peur pour mon peuple, pour les Marocains et les Marocaines. Je le disais, tu te souviens lors d'une émission spéciale passée, sur le Hirak. Je disais que le peuple marocain, tous les Marocains et les Marocaines dont je suis, nous tous, on a la conscience politique de se dire, on veut se battre pour nos droits, on veut la justice, on veut la dignité, mais pas aux dépens de notre pays. On ne veut pas la guerre civile. On a été construit d'une manière ou d'une autre. On a été construit pour de bonnes ou de mauvaises raisons par rapport à la guerre civile en Algérie, puis la guerre civile en Syrie, en se disant quoi qu'on fasse, il faut jamais prendre le risque que notre pays tombe comme ça dans le chaos et dans la guerre civile. Ouais. Donc je disais la dernière fois qu'à Gerada, justement, il y avait eu cette responsabilité politique des manifestations pacifiques, une écoute, une démocratie locale, puisque ce qu'avait proposé le ministre de l'Intérieur, le gouvernement, les autorités, a été soumis à concertation et à un moment donné, les habitants considéraient qu'il n'y avait pas assez de choses concrètes, donc ils ont manifesté par milliers, mais toujours de manière pacifique. Et là, les autorités durcissent le ton. Ils ont déjà arrêté plusieurs militants. Ouais. Ils font des menaces. Enfin, c'est à la limite de l'irresponsabilité politique. Je sais pas comment voient les choses les autorités marocaines. Moi, je me disais qu'à la suite de leur répression violente, virulente dans le Rif marocain, où je le rappelle, il y a toujours des centaines de prisonniers politiques qui sont donc enfermés dans les prisons marocaines, les prisonniers politiques du Hirak. Ils sont toujours des centaines
injustement enfermés. Je me disais que à Gerada et dans d'autres régions, ils allaient justement prendre leçon de ce qui s'était passé, de ce qui s'était mal passé dans le Rif. Et là, je vois que ça leur sert pas de leçon. Ils enferment des militants. Je sais très bien que ça va provoquer évidemment de la violence, de la répression, etc. Donc voilà, j'ai très très peur pour ce qui se passe en ce moment. Alors Fatima Kali, qui est membre du comité et porte-parole aussi, raconte chez nos confrères d'RFI la violence policière lors des arrestations. Apparemment, c'est très violent. Voilà, mais on sait, encore une fois, on sait de quoi est capable la police marocaine. Il y avait, à un moment donné, vous vous souvenez, 15 000 policiers, toutes forces de l'ordre confondues, dans le Rif, pour 30 000 habitants à Al-Hoceima. 15 000 pour 30 000. Enfin, c'est dire le quadrillage policier militaire qu'il y avait eu à cette époque. Donc, on sait de quoi est capable le régime marocain. Pourquoi on n'en parle pas, Fatima, de cette actualité, par exemple France, ici, en France alors, en France, il y a deux raisons. Dans la presse marocaine. Alors, la première raison, c'est que l'État français est très, très ami avec l'État marocain. Oui, ça, c'est évident. Et aussi le peuple français, entre guillemets. C'est-à-dire que les Français, ils passent quand même pour beaucoup leurs vacances au Maroc. Ils ont envie d'un pays calme où ils peuvent aller tranquille à Marrakech, etc. Ils n'ont pas du tout intérêt à ce qu'il y ait des remous, à ce que les Marocains défendent leurs droits. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, je le dis, cash, la diaspora marocaine en France, franchement, il y a un moment donné, il faut qu'on se pose des questions sur la non-solidarité qu'on peut avoir avec nos frères et sœurs marocains. Quand il se passe là-bas des choses, quand il y a des manifestations, on les soutient pas, quand il y a des arrestations. Qui parle aujourd'hui des prisonniers politiques du Hirak? Qui en parle? C'est des centaines de détenus, pour partie des enfants qui sont violentés, qui sont torturés. Qui en parle? Qui demande la libération? Donc on a de gros soucis dans la diaspora marocaine. Donc voilà, c'est pour ces deux raisons-là. On peut aussi parler du Maroc qui participe à la coalition avec l'Arabie Saoudite pour massacrer le Yémen. Hein. Voilà, on en parle pas, ça aussi. La France également, hein, elle vend des armes. Oui, elle vend des armes. Non, mais je parle d'un des pays impliqués directement dans cette coalition. Le Maroc en fait partie. On est d'accord. La France également, elle est impliquée directement. Les liens historiques entre le roi du Maroc et les dirigeants. Les différents royaumes. Ce qui est effarant, Fatima, Nadia et Nadir, c'est que Anan Zabani, ici même, il y a quelques semaines, avait fait un avis tranché sur l'enrichissement personnel du roi Mohamed VI, et elle s'est pris, mais alors, je vous explique même pas, ça a été très loin. Et je pensais qu'avec le peuple algérien qui était nationaliste et chauvin, et ben pas du tout. J'ai découvert que c'est pas du nationalisme ou chauvin. Non mais ça va. C'est de la bêtise humaine, c'est de l'inconscience. On n'est même pas obligé en réalité de qualifier d'une manière ou d'une autre la monarchie marocaine. Pourquoi aller sur ce terrain-là? Non, mais on ne touche pas à la monarchie. Voilà, pour les Marocains, c'est comme ça. On n'est pas obligé. C'est ça que je veux dire. Moi, je dis aux personnes qui sont sensibles aux questions de justice, de dignité, simplement dire que les revendications des habitants de Gerada, comme ailleurs au Maroc, ces revendications sont légitimes. Les personnes qui les portent sont dans une démarche non violente, non agressive. Donc elles doivent être entendues. Ce sont des droits fondamentaux. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, d'aller qualifier, d'aller insulter, etc. Simplement dire que c'est légitime et les soutenir dans la légitimité de leurs revendications. En tout cas, espérer qu'il n'y ait pas de nouveaux morts, parce qu'il y avait déjà eu, vous vous souvenez, 2 morts à Gerada. D'ailleurs, ça vient de là. Espérer qu'il n'y ait pas de nouveaux morts. Il y en a qui se sont bien enrichis avec ces mines d'ailleurs. Hein. Complètement de manière illégale. Parce que ça part de là, ça part de l'exploitation de mines de charbon de manière totalement illégale. On les appelle les mines de la mort, parce qu'effectivement il y a eu de très nombreux morts. Donc c'est complètement légitime leurs revendications. Pourquoi aller les menacer? Pourquoi aller leur faire du mal? Briser des familles, parce que mettre des militants en prison, c'est briser des familles, etc., etc. Et vraiment, j'en appelle à la responsabilité politique des autorités marocaines, comme les Marocains et les Marocaines ont cette responsabilité politique, cette conscience politique de ne pas aller trop loin pour pas pousser le pays au chaos. En tout cas, on va suivre ça de près, Fatima, hein, parce que maintenant tu fais partie de l'équipe, et donc on va suivre ça de près, de par tes connaissances sur le sujet. Est-ce que notre ami Nadir Kaya est prêt? Oui. Là, on va revenir dans les quartiers populaires, là, hein, pour le coup. Non, moi je suis prêt, mais c'est au niveau de la technique du côté de Nadia, il y a un petit souci. Ah bon? On s'est rattrapé, c'est bon. Allez, c'est parti, jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors piétinez-moi, allez-y! De Gerada, nous revenons ici en France dans les quartiers populaires avec Nadir Kaya. Oui, donc mon avis tranché, il est le produit d'une rencontre rapide que j'ai eue avec un ancien de mon quartier, malheureusement, qui est toujours dans cette logique de toxicomanie et qui est une réalité des quartiers. Et donc ça m'a rappelé une certaine époque que je vais évoquer ici en quelques mots. Donc j'ai appelé ça « Comment j'ai perdu mon innocence ». Je me souviens de ces espaces verts qui parsemaient notre quartier, du ciel bleu qui nous recouvrait, de cette chaleur propre à l'été, des parfums qui nous ambiançaient, des insectes qui squattaient nos buissons, nos parcs de jeux,
On avait de petites collines en plein cœur de la cité, avec des arbres et cette impression d'air de montagne. Et pourtant, il y avait du monde, des personnes qui faisaient la queue devant des grands de notre quartier. Tous les jours, des va-et-vient incessants, du matin, 10h, jusqu'à la tombée de la nuit. Les gens se bousculaient et pour certains d'entre eux, ils revenaient plusieurs fois par jour. On commençait à s'habituer au visage, au regard, à leur parcours et à cette production à la chaîne en plein air qu'on nous imposait dans notre quotidien. Le bruit courait que la drogue, qu'on ne connaissait que dans les films US du style Starsky & Hutch, venait d'arriver dans notre univers. Les ténèbres s'abattaient dans nos vies, dans nos habitudes pour s'installer jusqu'à aujourd'hui. Les trafics et la course à l'argent, au business à tout prix, allaient modifier nos vies, nos destins. Les banlieues venaient de basculer dans l'espoir à la tragédie, de l'espoir à la tragédie. Beaucoup allaient succomber à cette réalité destructrice, à cette violence qui découle de l'illicite, de la corruption des âmes, des êtres et des cœurs. On était au milieu des années 80 et le pire était à venir. La drogue apporta l'argent. L'argent engendra des CV fabriqués de toutes pièces pour s'improviser dealer et faire comme les grands, gagner de l'argent facile, grimper dans l'ascenseur social et se donner une place centrale dans le quartier. Avec la drogue arriva aussi le sida, la prostitution, la violence extrême. Les petits cartels se montaient toutes les semaines. Et là commençait la course au pouvoir, au contrôle des secteurs, des zones et donc du business. Les amis d'enfance allaient devenir tôt ou tard des concurrents, des ennemis directs et donc des cibles à détruire. Et parmi tout ce brouhaha, il y avait ceux qui résistaient à la tentation du trafic et qui préféraient jouer au foot, faire de la boxe, poursuivre leurs études, des sorties organisées, faire des voyages en tout genre ou organiser des plans meufs. Le trafic de drogue allait aussi corrompre des familles, des parents qui pour certains d'entre eux étaient des travailleurs honorables, que nous respections pour leur stature, leur charisme et pourtant le diable entra chez eux et imposa la discorde et la destruction de l'intérieur car rien ne dure avec l'illicite. On trouvait de temps en temps des toxicos dans les locaux à poubelles, des caves ou encore nos fameux séchoirs sombres et grillageux. Mais pour certains c'était fini par overdose, seul ou à plusieurs. On avait aussi la tristesse de voir de belles filles devenir des épaves et se prostituer pour un sachet, ou encore quelques années après voir des grands de notre quartier ou de quartiers voisins tomber à leur tour dans la maladie de la toxicomanie et ses travers. Beaucoup sont morts, beaucoup ont tout perdu, et rien ne les ramènera, car il y a eu des erreurs qui se payent au prix d'une vie ou de plusieurs d'une même famille, vendre la mort à un prix. Le visage de nos quartiers allait changer à tout jamais, la corruption et la violence venaient de prendre leur quartier pour très longtemps. J'en veux à tous ceux qui n'ont rien fait, à tous ceux qui ont tué avec préméditation, à cette France qui a laissé une partie de sa jeunesse au bord de la route, aux politiciens, aux policiers et à la justice corrompue, ont profité de cette misère sociale pour atteindre des objectifs honteux au prix du sang, au prix de notre enfance. Voilà. Merci beaucoup Nadir pour cet avis tranché très dur. Tiens, Nadia, c'est dur, hein. Bah oui, bien sûr que c'est dur. En même temps, c'est ô combien d'actualité et puis voilà, c'est du vécu, hein. Enfin, du vécu, on l'a vu, on a tous autour de nous des gens qui sont tombés dans cette merde, quoi. Dans les années 80, j'étais bien petite, j'avais 5 ans, mais je me souviens effectivement quand tu parlais de ces visages de ces très belles filles qui étaient devenues des épaves, mais c'était complètement ça, comment la drogue avait rongé leur visage, anéanti leur beauté, leur joie de vivre et certaines sont mortes. Hein. Ce qui est touchant aujourd'hui, c'est que pour des jeunes qui ont un certain âge, c'est devenu la normalité de vivre dans un quartier où il y a de la deal. Alors qu'aujourd'hui, comme je vous dis plusieurs fois, autant je peux dénoncer des politiques vis-à-vis de leur politique discriminatoire ou le racisme d'État, autant il faut savoir être capable de dénoncer ce qui se passe dans nos quartiers, l'attitude de certains des nôtres, entre guillemets, qui font voir plus de mal que les politiciens à travers leur posture. Donc aujourd'hui, il faut le dénoncer et puis tant la radicalisation de certains, la médiocrité d'autres, mais aussi la violence du quotidien, c'est-à-dire le trafic de drogue. Fatima ? Ouais, en même temps, moi, je sais aussi que du côté des autorités, ils profitent du trafic de drogue, comme tu dis, pour mettre encore plus de policiers, plus de contrôles, pour stigmatiser encore plus les quartiers, etc. C'est-à-dire, et ça fait partie des raisons principales qui justifient pour l'État qu'il y a 20 fois plus de policiers dans les quartiers populaires que dans les quartiers pavillonnaires, par exemple. 20 fois plus. Et donc, ça, le fait de stigmatiser autant les dealers, les familles où il y a des dealers, etc., ça participe de
ça aussi. Donc, je suis d'accord avec ce que tu dis, et ce que tu dis, c'est historique en réalité. C'est quelque chose, voilà, qui devrait faire partie de l'histoire de l'immigration et qui devrait être transmis, etc. Et en même temps, bien se garder de partir de ce que tu dis, de cette analyse, pour dire, mais du coup, il faut plus de policiers dans les quartiers, il faut plus de répression, etc. Surtout pas. Les policiers, on le rappelait tout à l'heure, c'est l'objectif, c'est l'objet de la manifestation du 17 mars, de samedi. Les policiers, quand ils viennent dans les quartiers, ils viennent pas pour nous aider, ils viennent pas pour nous sauver, etc. On avait le frère de Wissam Eliani qui était avec nous hier. Qui est famille de victimes, donc qui est bien placé pour dire que justement là, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de soutien. Au contraire, la police ne règle pas le problème de la drogue dans les quartiers, absolument pas, au contraire. Mais la police sait qui sont les trafiquants, qui sont ceux qui vendent, et on l'espère. Je veux dire, voilà. Nadir. Mais c'est compliqué parce que c'est devenu culturel aussi en France, d'un côté politique, parce que les politiques s'arrangent de cette situation, ça c'est clair, mais aussi les habitants des quartiers, parce que autant moi je suis pour une marche pour dénoncer les violences policières, parce qu'il faut le faire. Après moi je veux pas généraliser, effectivement il y a des policiers qui se comportent correctement, mais il y a une police qui est pourrie, qui est corrompue, il y a une justice aussi qui est pourrie, qui est corrompue. C'est toujours la minorité qui se peut entendre. Hein. Ouais, mais c'est un système. Et c'est cette minorité qui est visible, qui est nuisible, mais qui agit, qui fait du mal à la société. D'un côté on nous entend pas par rapport à ça, mais aussi dans les quartiers populaires, il faut être aussi capable de dénoncer la chose, mais il faut aussi dénoncer les trafics, parce que les trafics ils sont aussi violents. Donc là, je faisais un petit passage rapide de mon vécu dans les quartiers, notamment du côté de Gennevilliers, du quartier du Luth que je connais très bien. Mais si on fait le compte, je pense qu'il y a eu plus de morts dues à la drogue que les violences policières, même s'il y en a eu énormément. Et ce qu'il faut dénoncer, mais on est incapable. C'est pour ça que quand on veut chercher la justice, il faut faire très attention, parce que la justice ça va très loin et ça commence par nous-mêmes. Donc autant il faut dénoncer les violences policières, le comportement de certains policiers et les agissements de certains politiques, autant il faut savoir dénoncer les nôtres. Mais pourquoi dénoncer les nôtres? Pourquoi pas travailler avec les nôtres pour qu'il y ait... Parce que là on parle de nos enfants, on parle de nos frères, on parle de nos grands frères, etc. On parle pas de gens qui sont étrangers au quartier, qui arrivent et qui foutent la merde. Le fait de dénoncer, c'est travailler. Juste, je te finis ma phrase. Ouais. Pourquoi pas s'organiser politiquement pour que ces jeunes, et encore une fois nos frères, ne tombent pas dans le trafic, ne dealent pas, ne vont pas saccager la vie de leurs propres frères. Donc il faut s'organiser. Et donc la question, pourquoi on n'a pas été capable de le faire? Moi, je pose la question, c'est-à-dire comment on s'organise politiquement pour que ça aille mieux dans nos quartiers, sans forcément aller dans l'espace public pour aller dénoncer les nôtres, comme tu dis, et en appeler à plus de répression et plus de police à partir du moment où on sait que c'est pas ça la solution, que ça va aggraver encore les problèmes. On le sait. Voilà. Moi, je suis pas pour le fait de renforcer les effectifs de police. Moi, je suis pour le fait de renforcer la citoyenneté dans le quartier, la responsabilité des uns et des autres. Politique. Non, la politique c'est encore autre chose, parce que chacun son travail. Ouais, tout à fait. Messieurs, dames. Alors, juste un petit mot rapide parce qu'il y a des coups de cœur là à suivre sur les excuses de National Geographic, puisque dans son numéro du mois d'avril, vous n'êtes pas sans savoir que le magazine américain National Geographic a consacré un dossier sur la question raciale, avec la photo de jumelles, une britannique, une blanche et une noire, et ils font leur mea culpa finalement. On a eu depuis notre histoire, depuis quasiment plus d'un siècle, la création de ce mensuel, des visions, des propos racistes, et ils s'en excusent. C'est bon tact, courageux. Courageux. Moi, je trouve ça super courageux de le reconnaître. Puis c'est le pas vers justement peut-être des reportages un peu moins orientés. Donc c'est annonciateur de bonnes choses. Fatima? Ouais, alors c'est courageux, oui, en sachant que ça leur fait quand même vendre de la pub, évidemment. Mais il vaut mieux tard que jamais, parce que là il parle effectivement de plus de 120 ans, je crois, 130 ans de racisme, et puis de prolongement du racisme. Mais au-delà de ça, en fait, au-delà de National Geographic, je pense que ça peut être un bon prétexte à réflexion de manière plus générale sur ce qu'on inculque à nos enfants, à l'école, dans les médias, au cinéma, etc., en termes de représentation positive ou pas d'eux-mêmes. C'est-à-dire que par exemple, pourquoi pas profiter de cette actualité autour de National Geographic pour s'interroger sur les représentations qui sont véhiculées par exemple dans les manuels scolaires ou à la télévision, au cinéma, etc., pour les enfants, notamment les enfants en bas âge, c'est-à-dire, je prends un exemple tout simple, un enfant noir, dans quelle mesure il peut s'identifier positivement dans les livres jeunesse qu'il est amené à regarder et à lire. Dans quelle mesure il ne voit pas que dans les livres jeunesse, la couleur noire est systématiquement associée à la laideur, à la bêtise, à la méchanceté, etc., alors que la couleur blanche est associée à la pureté, à l'intelligence, la beauté, etc. Donc pourquoi pas profiter de ça pour se dire, voilà. Et encore une fois, par exemple, nous, parents, mais aussi enseignants, et puis institutions, élus, etc., pourquoi on ne profiterait pas de ça pour une réflexion plus générale sur les représentations positives
ou négatives, parce que voilà, ça peut détruire des enfants, mais ça peut aussi les inspirer, les amener à avoir un champ des possibles plus élargi. Voilà, ça peut être un bon prétexte. J'en profite très rapidement pour dire qu'il y a une association qui travaille là-dessus, qui s'appelle Diversity and Kids, j'y pense là à l'instant, notamment avec Diarra Toukébé et Madina Guissé qui est notamment auteur d'un livre qui s'appelle Naïba. Et justement avec Naïba, un petit personnage féminin qui a les cheveux frisés, bouclés, qui a la peau foncée. Et cette association travaille comme ça sur les représentations positives pour autour de la diversité en fait, pour les enfants issus de l'immigration, etc. Et c'est ce genre d'initiatives qui sont particulièrement intéressantes et qui justement essaient de travailler sur le long de manière structurelle, voilà. Bon, donc c'est un bon prétexte à réflexion plus générale. Très bien. Dans un instant, vos coups de cœur à tous les trois, avant de vous jeter dans la mare avec les auditeurs qui ont écouté attentivement ce que vous avez dit tout au long de l'émission et qui vont certainement, pour certains d'entre vous, se féliciter, pour d'autres venir vous chercher. Et attention, on ne cherche pas Fatima Wassak. Il y en a qui en ont fait les frais. Non, vous faites une réputation. Oh, mais non. C'est pas bien. Elle est adorable, Fatima, mais faut pas la chercher. En plus, elle a une voix douce, donc tu vois, même quand elle s'énerve, elle est adorable. C'est ça qui est fou. Tu l'as pas vu jeudi. Hein. Bon, à tout de suite. Avant Libertad, messieurs, dames, c'est place au coup de cœur sur France Maghreb 2 avec Fatima Wassak, avec Nadir Kaya et Nadia Lazouni. Allez, c'est parti, on va commencer, dans l'ordre habituel, finalement. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Le coup de cœur de Fatima Wassak. Alors moi, coup de cœur très rapide, c'est à propos du Bondi Blog, qui fait un appel aux dons là. Donc vous pouvez retrouver cet appel aux dons sur Facebook, sur Twitter, sur leur site. Bondi Blog, je le rappelle, qui est né après les révoltes populaires de 2005 et qui est vraiment d'utilité publique. Vous vous souvenez du reportage bidonné de France 2 à Sevran, et vous vous souvenez de cette fameuse contre-enquête de Bondi Blog qui malheureusement n'a pas été aussi connue, médiatisée que le reportage de France 2. Mais c'est dans ce sens-là que je dis qu'ils font un travail d'utilité publique. Ils sont, ce sont des journalistes qui font un travail de terrain, qui connaissent bien leur dossier, qui vont sur le terrain déjà, ce qui est quand même relativement rare aujourd'hui dans les médias. Ils ont besoin d'être soutenus, donc voilà, j'invite toutes les personnes à se rendre sur leur compte Facebook, Twitter, et puis à les soutenir financièrement. Oui, absolument. Nadia Lazouni, ton coup de cœur. Tu en as un? Ouais, le gâteau au chocolat que Nadir vient d'apporter. D'accord. Non, plus sérieusement. Oui. Alors mon coup de cœur, les 20 et 21 avril prochains, à l'Université libre de Bruxelles, aura lieu le premier colloque international intitulé Afroféminisme et féminisme musulman, perspectives, critiques, enjeux et pratiques. Seront questionnées les conditions d'avènement des afroféministes et des féministes musulmanes comme, j'ouvre les guillemets, sujet politique au sein des milieux féministes de France et de Belgique. À partir d'expertises croisées issues du monde académique, politique, militant, seront analysés les défis que ces féministes de la 3e voire 4e vague posent à un mouvement féministe qui se voudrait véritablement inclusif. Les 20 et 21 avril prochains à l'Université libre de Bruxelles. Et derrière cet événement, c'est la docteure Malika Hamidi, entre autres, mais également le professeur Fabienne Brion, docteur Sarah Desmar, le collectif féministe Kaina. Il y aura de nombreux experts venus des États-Unis, de pas mal du Canada, de Belgique et de France, et de nombreux intervenants pourront être interpellés à l'occasion des débats, et notamment Françoise Vergès, Christine Delphi, Rokhaya Diallo, Irène Coffer, Michel Tsossi, Robert, Sakina Gani, Émilie Roy, Julie Pasquette, Sema Guelen. Donc voilà, un événement. 20 et 21 avril. Voilà, c'est ça. Bruxelles. À Bruxelles. Nadir. Oui, moi je voulais parler de la fameuse dictée géante de mon ami Rachid Santaki du côté de Saint-Denis, avec l'association Saint-Denis Positif, la ville de Saint-Denis, la préfecture de Saint-Denis. Donc ils organisent le samedi 31 mars 2018 à 14h au Stade de France, la plus grande dictée du monde, parce que Rachid Santaki est connu pour avoir fait des dictées de cités un peu partout en France. Le record c'était à peu près 1000 personnes, et là il compte avoir entre 1400 et 1500 participants juste pour la dictée. Donc rappelez que c'est le 31 mars, tout le monde peut s'inscrire, c'est gratuit. Et il y a énormément de lots, donc tout le monde peut s'inscrire, des enfants, des adultes. Oui, au lieu d'être devant la télé, voilà. Voilà, et ça se passe notamment au Stade de France, donc l'environnement est particulier et le défi est exceptionnel. Donc voilà, avec Rachid Santaki, l'association Saint-Denis Positif, la ville de Saint-Denis, la préfecture de Seine-Saint-Denis, la plus grande dictée au monde, le samedi 31 mars 2018 à partir de 14h au Stade de France. Donc allez sur le site de Rachid Santaki et de voir un peu comment ça fonctionne. Inscrivez-vous, c'est gratuit et ça peut rapporter. Gros. Voilà. Allez, c'est parti, messieurs dames, pour Libertad. Vous avez la parole bien sûr au 01 40 33 9000, quel que soit l'endroit où vous nous appelez. France Maghreb 2, bonsoir.
Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à tes invités, Kamel à l'appareil de Paris. Kamel. Allez, on y va vite parce qu'il faut laisser un maximum de gens. Alors très vite, moi j'aimerais amener une petite note d'optimisme parce que bien évidemment, lorsqu'on écoute la radio, quelquefois on sombre dans le pessimisme, etc. C'est une réalité, tout ce que vous avez abordé ce soir, aussi bien les problèmes de la drogue, etc., etc. Ça nous renvoie à ce que les Américains ont fait avec les Indiens, etc., leur permettent d'accéder à ces substances de manière à ce qu'ils s'égarent complètement. J'aimerais amener une note d'optimiste là-dedans. Quoi qu'il arrive, nous avons le devoir les uns et les autres de se soutenir. Et il est important que chacun soutienne l'un et l'autre. Il est important de mener le nécessaire combat. Et je peux vous dire que finalement, tout ce qui se passe, on doit en tirer un enseignement positif, à savoir que ça a amené les uns et les autres à se révéler. Donc, partant de ce postulat, eh bien, les uns et les autres, nous n'avons qu'une chose à faire, c'est de nous unir et d'être ensemble, d'aller vers les dénominateurs que nous avons en commun, et ça, c'est très important. Bon. Il ne faut pas lâcher, soyons courageux les uns et les autres, n'abandonnons jamais et résistons jusqu'au bout. Merci Kamel. Salut, à bientôt. 01 40 33 9000, quel que soit l'endroit où vous nous appelez. Je ne sais pas qui vous êtes. Qu'est-ce qu'il y a les filles? Non, rien. Non, ça discute, ça part en passe là. Qu'est-ce que c'est que ça? 01 40 33 9000, quel que soit l'endroit où vous nous appelez. Je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire. En tout cas, vous avez l'opportunité, la possibilité de le faire. Allô, bonsoir, France Maghreb 2, bonsoir. Allô? Ah bah voilà, l'abruti il est sorti comme d'habitude. 01 40 33 9000. Oui, il y en a qui aiment bien se faire remarquer en faisant des bruits d'animaux. Voilà. C'est vrai que la télé ça peut rendre dingue des fois. Il a abusé du numérique, je vous l'avais dit. Peut-être. Ah oui, encore un qui a abusé. C'est ses parents. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, votre prénom et ville d'appel, cher monsieur, on vous écoute. Alors, je me prénomme Houssine, j'habite dans une ville dans le département de l'Ain qui se nomme Ambérieu-en-Bugey. Ah, je connais très bien, Ambérieu-en-Bugey, c'est à côté de Lyon, ça. Oh, vous connaissez? Ouais, je connais, ouais. La campagne. Oui, c'est ça. Campagne. Voilà, qu'est-ce qui se passe, Houssine? Bon, alors, permettez-moi de saluer mon ami Nadir Kaya, président de Banlieue Plus. Ouais. D'accord, et en temps normal, j'écoute l'émission. Ouais. Mais devant le texte poignant de Nadir, je suis obligé de réagir. Eh ben c'est fait. Donc un ami à toi, Nadir. Voilà. Un ami à toi depuis. Président de Banlieue Plus en Berrieux. Hein. C'est aussi là. Ah oui. Donc il nous suit de près. Absolument. Bon bah écoute, c'est gentil. En tout cas aussi pour le petit coucou. On peut s'exprimer un peu ou pas? Bah non, là on a vraiment pas beaucoup de temps là pour le coup. Hein. C'est Libertad. Vas-y rapidement, même pas 30 secondes. Hein. Alors très rapidement. Je vais beaucoup insister sur juste un point, sur ce que Nadir il a tout dit. Cependant, notre jeunesse, hein, nos petits frères, nos enfants, ils sont réellement en danger dans les quartiers populaires. On a les politiques, certes, ils ont une responsabilité, la justice a une responsabilité, mais nous aussi, nous avons une responsabilité. Notre responsabilité à nous, c'est de voir des choses, d'éprouver de la compassion, ok, et de tourner les talons. Mais la jeunesse qui arrive, on est la 4e génération. Tout ce dont Nadir il s'est exprimé sur l'apparition de la drogue, le sida, des morts violentes, on a tous subi ça. J'ai subi ça aussi. Moi, je suis un acteur associatif dans les quartiers depuis 20 ans. On continue à se battre. On est fatigué, on est épuisé, mais on continue à lever la tête parce qu'on a des enfants, parce qu'on a des petits frères. Et j'irai même plus loin. Il y a non-assistance à personne en danger. Voilà ce que j'avais à dire. Merci aussi, c'est dit en tout cas, et je vous salue depuis Ambérieu-en-Bugey. À bientôt. À bientôt, au revoir. Ciao aussi. Voilà, bah c'est bien. Les poteaux de Banlieue Plus, on les salue, hein, bien entendu. Banlieue Plus en Berrieux, c'est une association qui agit sur le terrain là-bas, qui font beaucoup de choses. Allez, un petit dernier, une dernière. Bon, on ne suis pas en retard, donc tant pis, hein, autant être en retard pour de bon. 01 40 33 9000. Évidemment, c'est le moment de prendre ton téléphone si t'as envie de dire un truc sensé, de t'exprimer. Eh bien, c'est le moment. 01 40 33 9000. Bonsoir, qui est là? D'accord, ouais, ça c'était vraiment sensé, voilà. C'est ça le prix de la liberté, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Voilà. Vous comprenez pourquoi maintenant les radios vous demandent votre numéro de téléphone, votre carte d'identité avant de vous passer à l'antenne, hein. On n'est pas à l'abri. Merci de prendre le temps de parole des autres, en plus en déconner. Oui, en plus pour faire des conneries. Bonsoir, qui est là? Allô? Allô? Oui, bonsoir madame, quel est votre prénom? Oui, bonsoir, c'est Nadia de Marseille. Bonsoir Nadia de Marseille, on vous écoute, Nadia. Vous fermez la boutique. C'était juste pour vous dire bravo pour ce que vous faites, Christophe. Oui, merci beaucoup Nadia.
Voilà, et je vous souhaite une très bonne soirée aussi. Merci beaucoup Nadia et à très bientôt du côté de Marseille. Et moi aussi, bonne continuation. Merci ami, comment il s'appelle? C'est Jean-François. Jean-François, je vous salue. Merci beaucoup Jean-François et Nadia du côté de Marseille, à bientôt. Merci Christophe, au revoir, merci à tout le monde. Au revoir. Merci à vous Nadia et à Jean-François. Bon, je préfère terminer avec ça qu'avec un... Voilà. Alors, Fatima, merci. Oui. Merci beaucoup. On se voit samedi à la marche? Oui, avec plaisir. Ouais. Nadia, toi tu seras pas, t'es une nageuse. Non, je suis Normandie ce week-end. Je suis normande ce week-end. T'es normande. Nadia Kaya, merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous. Et à très vite, tous les trois. Ce fut une très belle émission, très sympathique, riche de par votre apport, de par vos connaissances. Merci beaucoup. Demain, édition spéciale Syrie avec 3 éminents spécialistes, Youssef Brakni, Tarek Mami et Sofiane Akdari, un invité de marque, un ancien député libanais, Nasser Kandine, qui sera avec nous depuis le Liban justement, qui est aujourd'hui rédacteur en chef d'un journal de gauche. Et on va parler Syrie et de ce 7e anniversaire de la révolution au départ, qui est devenue une guerre en Syrie et de ses conséquences. Et l'intervention, l'implication de pas moins de 120 pays dans ce pays qui s'appelle la Syrie. Merci à tous, bonne soirée. Dans un instant, Medjahed. Pour l'heure, le rappel de l'actualité avec Marine Garel. Bonsoir. Bonjour à tous. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a annoncé l'assignation de Google et Apple devant le tribunal de commerce de Paris pour pratiques commerciales abusives. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes demande, elle, la cessation des pratiques commerciales abusives présumées des groupes et leur condamnation à une amende de 2 millions d'euros. Elisabeth Borne, la ministre des Transports, a déjà dévoilé quelques informations concernant la concertation sur la réforme de la SNCF. Cela a permis des premiers arbitrages sur le maintien de l'offre TGV, l'ouverture à la concurrence des trains régionaux et éventuellement celle du réseau Île-de-France. Elle a en ce sens proposé de maintenir la possibilité pour les régions qui le souhaitent de faire une attribution directe à la SNCF jusqu'à la date limite de 2023. Tous les magasins de jouets Toys R Us en Grande-Bretagne fermeront leurs portes d'ici 6 semaines. Selon le groupe, ils ne sont pas parvenus à trouver un repreneur pour tout ou une partie de la filiale du groupe américain. Cela entraînera la suppression de quelques 3000 postes. L'OTAN réagit à l'affaire de la tentative d'assassinat de Sergueï Skripal. L'ancien agent double russe ainsi que sa fille avaient été empoisonnés par un agent neurotoxique de conception soviétique le 4 mars dernier en Angleterre. L'OTAN a demandé à la Russie de fournir à la Grande-Bretagne toutes les informations qu'elle dispose au sujet de cet agent. Theresa May, la première ministre britannique, a annoncé, elle, l'expulsion de 23 diplomates russes. L'entière responsabilité de la dégradation des relations entre la Russie et le Royaume-Uni repose sur l'actuelle direction politique de la Grande-Bretagne, c'est ce qu'a déclaré l'ambassade de Russie à Londres. Il était un génie de la cosmologie quantique et du travail autour de l'intelligence artificielle. Le physicien britannique Stephen Hawking s'est éteint cette nuit à l'âge de 76 ans. Il était connu du grand public notamment pour son livre Une brève histoire du temps, mais aussi pour la maladie de Charcot dont il souffrait. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.